Commencer. Bien, bienvenue, messieurs. Nous allons commencer. Alors, mes chers collègues, nous reprenons ce jour les travaux de notre commission d'enquête avec une audition du Conseil d'évaluation de l'école. Comme vous le savez, comme dans le reste de l'Hexagone, le Conseil d'évaluation de l'école a pour but d'évaluer les établissements scolaires dans les départements et régions d'outre-mer. Je vous remercie vivement notre interlocuteur, M. Charles Thoracion, président du Conseil d'évaluation de l'école. Merci d'être présent, monsieur. Monsieur, je vous rappelle que notre commission d'enquête a été constituée à la demande du groupe communiste républicain, citoyen, écologiste et Kanaki. Elle a débuté ses travaux le 27 janvier dernier et ma collègue Evelyne Corbière-Naminzo en est la rapporteure. Nos auditions ont débuté le 12 février. L'objet de nos travaux est de comprendre la persistance, voire l'accroissement des inégalités dans les Outre-mer, notamment en matière de formation, d'emploi, de revenus, de partage de la richesse et de santé. Nous souhaitions saisir les causes profondes de ces inégalités économiques, sociales et sanitaires, à la fois entre les territoires ultramarins et la France hexagonale, mais aussi au sein des sociétés ultramarines. L'une des causes profondes des inégalités externes et même internes aux Outre-mer est liée à la persistance des inégalités scolaires. L'indice de position sociale moyen des établissements scolaires du second degré est de 100,9 à la Martinique, 96,4 en Guadeloupe, 89,6 à La Réunion, 81,5 en Guyane et seulement 69,8 à Mayotte, contre une moyenne nationale de 106,2. Des solutions pour remédier aux inégalités scolaires adaptées à chaque territoire ultramarin doivent pouvoir être apportées. La Cour des comptes relevait dans un rapport de 2020 l'inadaptation de l'organisation du ministère de l'Éducation nationale en déconcentré pour faire face aux réalités locales. Nous serions intéressés par vos analyses sur ce point. Plus largement, des politiques publiques scolaires d'ampleur sont nécessaires pour remédier aux inégalités scolaires en Outre-mer. L'éducation nationale a-t-elle les moyens de véritablement réduire les inégalités scolaires en Outre-mer? Nous sommes évidemment très intéressés par vos propositions prioritaires de réforme, ainsi que votre retour sur des exemples d'initiatives ayant réussi et les raisons de leur succès. Je vous rappelle qu'un questionnaire indicatif vous a été transmis en amont afin de mieux cerner nos premières interrogations. Alors, je souhaite maintenant vous rappeler que cette audition est diffusée en direct sur le site internet du Sénat. Je vous rappelle qu'un faux témoignage devant notre commission d'enquête serait passible des peines prévues aux articles 334-13, 334-14 et 334-15 du Code pénal. Monsieur Thoracion, je vous invite maintenant à prêter serment, dire toute la vérité, rien que la vérité, en levant la main droite et en disant « je le jure ». Je vous remercie. Si vous le voulez bien, monsieur, vous pourriez prévoir une brève présentation liminaire de 5 à 10 minutes maximum, après laquelle je céderai la parole à madame la rapporteure, puis à madame et monsieur les commissaires. Je vous remercie. Je vous donne donc la parole. Donc. Ah, c'est celui-là. Ok. Oui. Merci, merci Madame la Présidente d'auditionner le président du Conseil d'évaluation de l'école, accompagné de son secrétaire général et de Monsieur Bertrand Richet, expert placé auprès du Conseil. Alors, peut-être le rappeler que le Conseil est un organisme indépendant placé auprès du ministre de l'Éducation nationale et composé de sénateurs, de députés et de personnalités qualifiées nommées par le président du Sénat, par la présidente de l'Assemblée nationale et par le chancelier de l'Institut de France, les administrations étant présentes sous forme de 3 personnes, directrice de l'ADEP, direction de l'évaluation et de la prospective, de la performance, directrice générale de l'enseignement scolaire, et puis la chef de l'inspection générale. Voilà, chef de service de l'inspection générale. Je suis président depuis début novembre. Voilà, et donc je succède à Daniel Auverlot, qui a été président pendant 2 ans, et Béatrice Gilles,
qui a été la première présidente, puisque le Conseil a été créé par la loi de 2019 pour l'école de la confiance. Il fait suite au CNESCO, qui a disparu à cette même date. Alors, le Conseil d'évaluation d'école n'est pas le Conseil d'évaluation des établissements scolaires. Petite nuance que je tiens à préciser. Il y a 4 missions principales pour le Conseil. La première mission, c'est une mission de veiller à la cohérence des évaluations conduites par le ministère chargé de l'Éducation nationale, portant sur les acquis des élèves, les dispositifs éducatifs, en particulier l'école inclusive, et bien sûr les établissements d'enseignement scolaire. Et à ce titre, nous établissons régulièrement des synthèses de travaux d'évaluation, y compris internationaux, et nous avons la possibilité de faire des évaluations si le ministre l'accepte, bien entendu. Puisque le Conseil n'a pas d'entité juridique. C'est un conseil placé auprès du ministre. Le ministère met à disposition une équipe d'appui auprès du Conseil qui est composée de parlementaires et de personnes désignées. Deuxième mission du Conseil, c'est de définir le cadre méthodologique des outils d'auto-évaluation et d'évaluation des établissements conduits par le ministère chargé de l'Éducation nationale. Et à ce titre, le Conseil définit la fréquence, le cadre et l'ensemble, j'allais dire, du cadre institutionnel dans lequel cette évaluation des établissements et des écoles doit se faire. Et nous récupérons les données de ces évaluations pour en faire, bien évidemment, des bilans qui sont publiés. La troisième mission du Conseil, c'est de donner des avis sur les méthodologies, les outils et les résultats des évaluations du système éducatif. Et enfin, la quatrième mission, c'est de proposer des méthodologies de mesure des inégalités territoriales scolaires et de formuler toute recommandation utile pour les réduire. Donc voilà les 4 missions du Conseil. La plus connue est donc celle de définir le cadre méthodologique dans lequel doivent se réaliser les auto-évaluations, les évaluations des établissements et des écoles. Peut-être que je vais donner très rapidement un élément. Donc ce cadre a été défini ex nihilo, puisqu'on est parti de rien. La France était le dernier pays de l'OCDE, après la Bulgarie, à mettre en place l'évaluation systématique des écoles et des établissements scolaires du second degré. Donc, nous étions le dernier. Béatrice Gilles, avec l'ensemble du Conseil et les équipes d'experts, ont défini et publié un cadre d'évaluation dans lequel se sont fondus, bien évidemment, l'ensemble des académies. Mais ce n'est pas le Conseil qui fait les évaluations, ce sont les académies qui mènent ces évaluations selon les prescriptions du Conseil. Alors, pour faire très simple, le Conseil a défini 4 domaines dans lesquels les écoles et les établissements doivent se positionner. Le premier domaine sur les acquis des élèves, les parcours, l'orientation. Le domaine 2 porte sur le bien-être des élèves et du personnel, le climat scolaire en gros, la lutte contre le harcèlement. Le domaine 3 porte sur les organisations, les choix pédagogiques, y compris le questionnement sur les livres scolaires par exemple, les politiques d'évaluation des acquis, la formation continue des personnels. Et le domaine 4, c'est plutôt les relations inter-établissements, interdegrés, les partenariats extérieurs. Donc, premier domaine, les acquis, les parcours. Deuxième, le bien-être. Troisième, l'organisation. Quatrième, les partenariats. Pour préciser, nous avons récemment, suite à une observation qui provenait de l'analyse des rapports, finalement, le cœur du réacteur n'était pas tant interrogé, c'est-à-dire les acquis des élèves. Et c'est pourquoi le Conseil a publié 12 points d'entrée dans lesquels doivent se fondre aujourd'hui les évaluations. Ces 12 points d'entrée sont aujourd'hui publiés et ont vocation, depuis la rentrée, à être vraiment l'élément central de l'analyse en auto-évaluation et évaluation. Alors peut-être quelques mots sur où est-ce qu'on en est.
une politique publique construite ex nihilo, qui avait vocation à toucher l'ensemble du territoire. Nous terminons la première vague, puisque le Conseil avait défini une fréquence de 5 ans. Tous les 5 ans, les établissements doivent être auto-évalués et évalués. Alors, a-t-on atteint cet objectif? Sur le second degré, relativement, puisque à la rentrée 2025, à peu près 90% des établissements avaient été évalués. Nous atteindrons plus de 100% à la rentrée 2026. Donc cet objectif sur le second degré a été atteint. Qu'en est-il dans les territoires d'outre-mer sur le second degré? Eh bien, la bonne nouvelle, c'est que, hormis la Martinique, les départements d'outre-mer auront atteint aussi les objectifs finaux qui ont été posés par le Conseil. Et donc, ce ne se différencie pas par rapport à l'ensemble des autres départements ou des autres académies. La Martinique, qui a démarré un peu plus tardivement, mais le flux d'entrée maintenant est à nouveau dans le timing, si on veut dire. Et donc, on sera normalement dans un rattrapage d'ici 2 ans pour la Martinique. Concernant le premier degré, alors le premier degré a démarré 2 ans après le second degré, donc il y a un décalage, donc on s'attend à avoir atteint à peu près les 2/3, 66%. Alors, d'une certaine manière, on a des chiffres assez intéressants, puisque normalement, sur la Guadeloupe, on aura atteint 96%, vous voyez, donc c'est peut-être même un petit peu mieux que l'ensemble des autres académies. La Guyane, 71%, la Réunion, 34%, la Martinique, 89%, et Mayotte, 55%. Ici, à cause du cyclone, l'évaluation des établissements a été suspendue cette année à Mayotte. Oui, à Mayotte. Voilà. Donc, en gros, hors Mayotte, donc là, il y a un différentiel assez fort sur le premier degré entre les différents départements d'outre-mer, ce qui est moins le cas sur le second degré, à l'exception de la Martinique. Mais le cas de la Martinique est en train de se résoudre. Sur l'académie, entre guillemets, hors Mayotte, qui est un petit peu en retard sur le premier degré, c'est la Réunion. D'accord? J'allais dire que c'est la dernière académie de France, à vrai dire. Désolé, madame la rapporteuse. Avec malheureusement que 34%. Donc, ils ont démarré un peu tard. Donc, là justement, on essaye de remettre les pendules à l'heure en quelque sorte, mais voilà, c'est comme le lièvre et la tortue. Si on a démarré un petit peu en retard, toujours difficile de revenir à l'heure. Bon, en tous les cas, les taux, la part des établissements évalués cette année dans les établissements d'outre-mer, sur son degré, sont tout à fait très bons, puisqu'on a dépassé les 20%, ça va de 20 à 30%. Sur le premier degré, on est plutôt de 15 à 25, donc il faudra peut-être un petit peu accélérer sur le premier degré en Guyane et à La Réunion. Voilà, entre guillemets, pour un bilan qualitatif concernant l'évaluation des établissements scolaires. La question qui se pose pour la deuxième vague, et qui m'a été posée lorsque le président de la République a souhaité me confier cette mission, c'était une évaluation pour faire quoi? Alors la réponse de la deuxième vague est très claire, c'est une évaluation pour la transformation. Et peut-être préciser ici que l'évaluation n'est pas un audit, contrairement à ce que certains auraient pu croire. Ce n'est pas non plus un classement, c'est pas... Voilà, l'évaluation consiste à interroger en vérité les marges d'action de l'établissement lui-même. Donc il ne s'agit pas d'évaluer la mise en œuvre de politiques publiques au sein des établissements. D'accord? On interroge ce que l'établissement s'est projeté, comment l'établissement s'est projeté, qu'est-ce qu'il a voulu mettre en œuvre, qu'est-ce qu'il a réussi à mettre en œuvre. Et en quelque sorte, l'évaluation, elle s'incarne par la suite dans le projet d'établissement. Vous voyez?
Et donc c'est là la transformation du système, c'est de l'intérieur. Donc l'évaluation est là pour accompagner la transformation qui résulte de l'évaluation. Et à ce titre, il a fallu, il y a encore quelques éléments à phaser, comme on dit, puisque quels sont les outils à disposition des établissements? Évidemment, il y a aujourd'hui l'évaluation, auto-évaluation, évaluation externe, mais aussi le projet d'établissement. Et donc on comprend qu'il y avait besoin de phaser tout ça, si on voulait que ce soit un petit peu logique. C'est pourquoi la DGESCO a publié en juillet 2024 une note de service qui s'impose à l'ensemble des académies, qui indique très clairement que dorénavant, les projets d'établissement suivent l'évaluation. D'accord? Donc là, maintenant, on est en train, vous voyez, 2024, là on est en rentrée 2025-2026, donc c'est quelque chose qui est en train de se mettre en œuvre, et donc ça sera vraiment l'objet de la seconde phase, la deuxième vague d'évaluation, c'est-à-dire aligner l'ensemble des outils à disposition des établissements scolaires, évaluation, questionnement, auto-évaluation, évaluation externe, projet d'établissement, mise en œuvre. Et on voit bien que là, cette fois, on est aligné avec le contrat d'objectifs et de performance. Et derrière, la troisième vague pourra être à plein régime sur la cohérence du système, c'est-à-dire est-ce que les objectifs que nous sommes nous-mêmes fixés en termes voilà, je veux dire, de performance, c'est pour ça qu'il y avait ces 12 portes d'entrée sur les acquis des élèves, est-ce que nous avons atteint ces objectifs? Est-ce que dans le contrat d'objectifs et de performance, évidemment, la question de la relation avec les académies, notamment en lien avec la formation, est interrogée, puisque un des éléments clés, une des portes d'entrée, c'est la question de la formation des personnels. Et donc, à l'issue de l'auto-évaluation et de l'évaluation externe, il y a un moment une sorte de feuille de route partagée entre l'académie et l'établissement sur l'accompagnement. Et on a pu le voir très clairement lors du séminaire qui s'est tenu il y a quelques jours, du 25 au 27 mars, là, il y a vraiment que la semaine dernière, à l'Institut des hautes études que j'ai dirigé pendant 6 ans et qui portait sur ces 756 collèges en progrès que le ministre a souhaité accompagner et qui sera vraiment un élément très important pour nous pour définir qu'est-ce que l'accompagnement d'un établissement scolaire. Voilà le cadre d'action, j'allais dire, général du Conseil d'évaluation de l'école. Évidemment, les protocoles qui sont définis par le Conseil s'appliquent pleinement dans les académies d'outre-mer. Et donc, de ce point de vue-là, il n'y a pas de différence notable de mise en œuvre par les académies. On note, du fait de la taille, peut-être, une raréfaction, j'allais dire, des évaluateurs externes. C'est pourquoi l'an passé, le Conseil a assoupli un petit peu le cadre d'évaluation, qui était assez prescriptif sur les équipes qui venaient évaluer extérieures. On parlait d'équipes plurielles, avec des administratifs, un secrétaire général, un inspecteur, un personnel de direction. On pouvait avoir jusqu'à 3-4 personnes qui venaient. Dans les académies d'outre-mer, ça a été assez difficile de maintenir la taille de ces équipes, et donc on a assoupli un petit peu le cadre. Et donc les choses se passent bien de ce point de vue-là. Peut-être on n'a pas rencontré de difficultés particulières, bon, sauf à Mayotte, évidemment, où on a eu le cyclone, bien évidemment. Tous les établissements ont pu mener leur auto-évaluation dès lors qu'ils maîtrisent bien la méthodologie qui est bien expliquée. De ce côté-là, dans les départements d'outre-mer, on a pleinement mis en œuvre les formations à l'auto-évaluation et à l'évaluation externe. Donc de ce côté-là, on n'a pas de difficultés particulières, sauf les 2 éléments que j'ai indiqués sur la Martinique sur le second degré et la Réunion sur le premier degré, et excepté évidemment cette année 2025-2026 suite au cyclone Chido. Voilà sur les premiers éléments que je pouvais partager avec la Commission sur le travail du Conseil. Si. Alors la rapporteure s'est absentée un instant là. On vous remercie pour les propos liminaires qui nous éclairent bien.
Moi, j'aurais une question, par exemple, s'agissant du secteur public et privé. Est-ce qu'il y a aussi des évaluations aussi pour le privé? Alors, le privé sous contrat, évidemment, comme il est sous contrat, relève évidemment des mêmes protocoles et des mêmes conditions. Je tiens à préciser, par exemple, une question qui a été posée, c'est est-ce que les évaluations sont publiques ou pas? Vous voyez, par exemple, ce genre de questions. Le cadre a été assez clair, mais sous une forme un petit peu passive. En 2023, il était très clairement indiqué dans le cadre méthodologique que les évaluations et les auto-évaluations ont vocation à être transmises aux collectivités territoriales, ce qui n'a pas toujours été fait, à vrai dire. Il faut dire la vérité, puisque nous avons interrogé l'ensemble des départements de France pour savoir s'ils avaient bien reçu les évaluations. La réponse a été plutôt mitigée, mesdames et messieurs les sénatrices et sénateurs. On a posé aussi la question à Région de France. Voilà, donc on a de bonnes relations avec départements et régions de France de ce côté-là. Ils ont très clairement dit, ils sont très intéressés aujourd'hui par ces rapports. Et au mois de février, le Conseil a revoté de manière solennelle, et je dois préciser ici que toutes les délibérations du Conseil sont publiques et publiées, et dans un délai maximum de 1 mois. Donc, toutes les délibérations du Conseil sont publiques, mais comme le Conseil, ce n'est pas la Cour des comptes, ce n'est pas non plus un organisme qui a un statut juridique, ce n'est qu'un conseil et ce ne sont que des recommandations. Voilà. Donc, évidemment, on a rappelé que les recteurs sont en charge de la transmission des rapports du second degré en direction des départements et des régions, en fonction des collèges et des lycées. Et on a désigné les inspecteurs premier degré comme responsables, sous couvert évidemment de la supérieure hiérarchique, de la transmission auprès des collectivités territoriales représentant les municipalités, compte tenu de la complexité parfois de la gestion des écoles, avec notamment des mairies ou des transferts vers les communautés de communes. Donc l'IEN, évidemment, est tout à fait amène de bien comprendre qui sont les personnes à qui il faut transmettre ces rapports d'auto-évaluation et d'évaluation. Mais là encore, peu de mairies ont été mises dans la boucle, y compris les grandes métropoles. Par exemple, on a interrogé des grandes métropoles qui n'ont jamais vu le début d'un rapport. Voilà, bon, les choses vont s'améliorer, je vous rassure, mesdames et messieurs les sénatrices et sénateurs. En tout cas, c'est un objectif de ma présidence et ça a été rappelé pleinement par le Conseil et d'ailleurs le ministre et l'ensemble des membres du Conseil, dont les 3 directions que j'ai citées, la Direction générale de l'enseignement scolaire, tout le monde y est très favorable. Attention, il ne s'agit pas de rapport public. Donc, ce sont des documents, je veux dire, à ce stade, il ne s'agit pas de rendre publiques les évaluations des établissements scolaires, c'est juste de transmettre aux autorités de tutelle, et les collectivités territoriales, comme vous le savez, contribuent financièrement évidemment au système éducatif, pour au moins 25%, et donc bien évidemment sont destinataires. Et sont même dans la boucle concernant les évaluations externes et les auto-évaluations, notamment dans le premier degré. Donc, on a rappelé aussi que ces auto-évaluations et évaluations ont vocation à être accessibles à l'ensemble de la communauté éducative. En l'occurrence, très concrètement, ça veut dire quoi? Si dans 2 ans, un parent veut avoir accès à l'évaluation dans un collège en Martinique, eh bien, le principal du collège s'assure que, évidemment, cette accessibilité est garantie. Et on a rappelé que, évidemment, que l'ensemble de la communauté éducative et les collectivités territoriales doivent faire preuve de réserve vis-à-vis de l'analyse de ces éléments, en tant en lecture qu'en diffusion, et que être destinataire d'un document, ça ne veut pas dire qu'on peut l'envoyer à n'importe qui. Voilà.
Donc on a mis un cadre assez strict de ce côté-là, puisque ces documents servent l'établissement. En aucun cas, ces documents ont vocation à procéder à une quelconque analyse de mise en œuvre de politiques publiques précises ou disons, de classement, de performance d'établissement. Voilà, c'est vraiment un outil pour la performance à partir du terrain. Madame la rapporteure a des questions supplémentaires? Merci Madame la Présidente. Oui, excusez-moi, j'ai dû sortir un moment. Monsieur le Président, merci pour vos propos liminaires que j'ai écoutés avec beaucoup d'attention. Vous l'avez compris, notre rapport, notre commission d'enquête porte sur les inégalités systémiques en Outre-mer. Et bien sûr, l'école est au cœur de la société. Elle peut activer des leviers ou malheureusement parfois reproduire des inégalités. Et c'est dans ce sens que nous souhaitons vous entendre aujourd'hui. Les inégalités, les principales inégalités scolaires existent aussi et beaucoup en Outre-mer. On en a pointé dans différentes auditions déjà. On ne va pas à l'école, on n'a pas le même droit à l'école quand on habite à Mayotte, en Guyane ou ailleurs en Outre-mer que quand on grandit en Hexagone. Et bien sûr, au-delà des conditions matérielles, il y a aussi l'accès au savoir qui est différent selon qu'on parle une langue régionale couramment ou qu'on utilise plus facilement le français, langue officielle. Donc tous ces sujets tournent autour de l'école. Moi, je voulais revenir sur la question des écarts de notes. Quelle est la distribution des écarts de notes à l'écrit du diplôme national du brevet selon l'origine sociale et la distribution des écarts d'orientation en seconde selon l'origine sociale? Vous le savez, au-delà du collège, il y a aussi, on en parlera peut-être, je ne sais pas, il y a aussi la fameuse plateforme Parcoursup, qui est aussi un filtre à travers lequel les étudiants et les jeunes ultramarins doivent passer. Et donc, les résultats scolaires qui sont référencés dès le brevet des collèges commencent, si vous voulez, commencent déjà à induire le parcours et l'orientation des jeunes. Donc, j'aurais aimé avoir votre analyse sur cet aspect, s'il vous plaît. Et j'avais une autre question, mais c'est la même. Je reviens sur l'orientation, donc je pense que vous aurez, dans votre réponse, amorcé la réponse à ma deuxième question. Merci. Bien, merci Madame la rapporteure. Alors, comme je viens de le dire, le Conseil définit le cadre d'évaluation des établissements scolaires. J'allais dire l'analyse précise, notamment des résultats du DNB, relève plutôt de la responsabilité de la DGESCO et de l'ADEPT, mais comme ce sont des données publiques, bien évidemment, je vais répondre évidemment à votre question. On a sur le DNB, et que ce soit en français ou en mathématiques, évidemment des écarts très importants, notamment entre Mayotte, qui est la dernière académie de France en termes de performance, et puis la France métropolitaine. Si on veut regarder, là j'ai les chiffres sous les yeux, par exemple à La Réunion, je sais que cette académie vous est chère, les résultats en mathématiques des filles, c'est à peu près 10, les garçons c'est 9,5, d'accord. France métropolitaine, c'est 11,5 à peu près en moyenne pour les filles et 11,3 pour les garçons. Donc là, vous voyez, on a un écart de 1,5 environ, La Réunion. Martinique, je prends mathématiques, puisque vous savez que j'ai participé au rapport Vialeni-Torossian, donc c'est un peu ma spécialité d'origine, mais évidemment, on a à peu près les mêmes chiffres en français. Martinique, les filles 8,6, les garçons 8,2.
En Guadeloupe, 8,3 pour les filles, 7,6 pour les garçons. La Guyane, 6,6 pour les filles, 6,4 pour les garçons. Et à Mayotte, 4,2 pour les filles, 3,7 pour les garçons. D'accord, ça c'est en... On a en français, c'est un petit peu mieux qu'en maths. 7 pour les filles, 5,3 pour les garçons. Guyane, 7,3 pour les filles, 5,8 pour les garçons. Guadeloupe, 9,3 pour les filles, 7,4 pour les garçons. Quasiment 2 points. C'est l'académie qui marque le plus de différence entre les garçons et les filles, à l'avantage des filles. Voilà, donc il y a un élément assez important de ce côté-là. Martinique, 9,7, 8,3. Et La Réunion, 11 pour les filles. Bravo les filles à La Réunion. 9,5 pour les garçons. Et 11, je vous rappelle que la France métropolitaine, c'est 11,6. Donc vous voyez, les situations sont très variables. Et donc, il y a une hiérarchie qui s'installe dans les résultats d'un point de vue statistique depuis plusieurs années. On connaît tous le classement des 5 académies d'outre-mer, bien évidemment. On a les chiffres de la Polynésie, évidemment, de Saint-Pierre-et-Miquelon, mais les effectifs sont assez différents. Ce qu'on peut retenir, c'est que, bien évidemment, le fait d'avoir des résultats au DNB faibles obère très clairement l'orientation. Donc un des objectifs, évidemment, c'est de reconquérir, notamment au niveau du collège et de l'école primaire, sur les fondamentaux, mathématiques, français, de la performance. C'est pour ça que les plans maths et les plans français, qui ont été mis en place depuis 2018 et 2020 pour le français, 2018 pour les mathématiques, dans les départements d'outre-mer, ont été particulièrement suivis dans le premier degré. D'accord ? Est-ce que ces plans de formation ont donné des résultats tangibles et spectaculaires aujourd'hui? Pas encore. Est-ce qu'il y a de la dynamique intéressante qui se profile? Oui. Alors, évidemment, toute chose étant fragile, hein, on a peut avoir une tendance de fond et puis une année. Donc, très clairement, par exemple, l'année les résultats à la rentrée 2025 étaient un peu moins bons qu'à celle de la rentrée 2024, qui, elle, était en constante progression depuis 2018. Donc là, voilà. Donc il faut faire attention si on prend les chiffres de 2025 ou on prend la tendance un peu longue. Donc on avait noté une croissance entre 2018 et 2024, et puis... Alors, si on regarde notamment les résultats, je les ai sous les yeux, des fins de CM2, notamment par compétences. Ce qu'on peut remarquer de manière assez claire, je prends l'exemple des mathématiques, c'est que tout ce qui est de l'ordre des compétences, on a de nombreuses compétences qui sont testées, écrire des nombres entiers, mémoriser des faits numériques, mémoriser des procédures, placer un nombre sur une ligne graduée, poser, calculer, par exemple, résoudre des problèmes, utiliser différentes représentations des nombres, voilà. Donc, des compétences qui sont de l'ordre d'automatisme et d'autres qui sont plus conceptuelles, comme résoudre des problèmes, qui engagent, c'est des compétences un petit peu plus, voilà. Alors, prenons le cas, alors, je sais pas, c'est assez typique ce que je vais dire et général, on va prendre le cas de La Réunion, puisqu'on aime bien La Réunion ici. Donc, on aime tous les départements d'outre-mer, mais particulièrement la Réunion. Prenons le cas de La Réunion, fin de CM2. Écrire des nombres, si on regarde les taux de maîtrise, 75%. D'accord? Ce qui est pas mal. Filles, garçons, on a même des garçons cette année qui étaient à 78%. Mémoriser des faits numériques, 30%. Vous voyez l'écart. Mémoriser des procédures, plutôt aux alentours de 30%. Poser, calculer, 35%. Résoudre des problèmes, 25-30%. Vous voyez? Donc ça, c'est à La Réunion, c'est-à-dire qu'on sait écrire des nombres entiers, d'accord, qui est effectivement les acquis du CP, même de l'école primaire, les grands nombres, etc. Mais
j'allais dire, tout ce qui est complexe, les procédures stratégie, c'est-à-dire comment je fais pour résoudre un problème ou résoudre des problèmes, effectivement, on n'atteint pas encore complètement les objectifs. Vous allez me dire, voilà. Les énoncés de ces problèmes, ils sont posés en français. Absolument. Voilà. Oui, oui. Moi, je me permets de réagir. J'ai été professeur des écoles dans le premier degré. J'ai eu des élèves du CP au CM2. Et effectivement, quand on pose à des élèves des problèmes de mathématiques dans une langue qu'ils ne maîtrisent pas, on n'atteint pas les objectifs. Et si on fait le test de poser le même énoncé dans la langue maternelle, on obtient des résultats bien meilleurs. Alors, c'est vrai. Il n'empêche que ça dit aussi autre chose. Ça dit qu'on passe trop de temps sur les nombres entiers. Et c'était une des recommandations du rapport Vianney-Torossian. C'est que les choses complexes, et on va en venir... alors, ce n'est pas vraiment le rôle du conseil d'évaluation de l'école, mais c'est, j'allais dire, sur les auto-évaluations et les évaluations, on va retrouver des choses comme ça. C'est-à-dire que un des défauts, et notamment dans les territoires qui sont en difficulté sociale, que ce soit la Seine-Saint-Denis, que ce soit dans certains départements comme l'Aisne ou, j'allais dire, les départements d'outre-mer, on passe trop de temps sur les choses simples et pas assez de temps sur les choses compliquées. Par exemple, la résolution de problèmes était repoussée en fin de CM2, les fractions, par exemple, l'apprentissage des décimaux. Par exemple, ça fait des années qu'on dit que les décimaux doivent commencer au mois de novembre. Si vous allez dans certaines classes de CM1, au mois de mai, là on est au mois de mars, au mois de mars, il y a à peu près un peu plus de 50% des classes de CM1 qui ont commencé les décimaux, alors que les instructions officielles depuis 2017, depuis 2018, issues du rapport Vianney-Torossian, c'est les décimaux au plus tard le 1er novembre de CM1. Et souvent, ce qui se passe, c'est que lorsqu'il y a des petits effectifs, on fait les décimaux en fin de CM1, et comme on a des classes double niveau, eh ben on fait ça aussi en fin de CM2, et 2 fois de suite. Et donc on oublie 2 fois, et en quelque sorte, pareil sur la résolution de problèmes multiplicatifs, donc beaucoup de problèmes additifs, beaucoup de choses autour de l'addition, pas assez de choses autour de la multiplication, et notamment les fractions, les décimaux, tout ce qui va compter sur le collège. Pareil en français, d'une certaine manière, en quelque sorte, un surinvestissement sur des choses qui ne vont pas se révéler décisives pour un parcours réussi au collège. D'accord ? Ça, c'est un point sur lequel on a vraiment beaucoup appuyé, et on n'a pas réussi, et donc la réponse a été, on va mettre les fractions en CE2, comme ça on est sûr qu'en CM1, ça sera acquis. Voilà. Donc ça, c'est les nouveaux programmes qui sont sortis là il y a quelques semaines et qui s'appliquent à partir de la rentrée, mettre les fractions. Et donc c'est un peu ça qui se passe, c'est-à-dire dans la sous-performance, on va interroger aussi, j'allais dire, bon ça je sors un petit peu de mon rôle là de président du conseil, mais la performance pédagogique et surtout didactique des enseignements sur les fondamentaux à l'école primaire et au collège. Et donc, d'une certaine manière, on le dit souvent, par exemple, sur l'acquisition des conjugaisons des verbes, on est parfois encore en 4e sur l'indicatif des verbes du premier groupe. Vous voyez ? Donc, alors que, et puis, arrive en seconde, il faut que, évidemment, les élèves sachent tout. Donc, il y a une sorte de brutalité, en quelque sorte, du fait qu'on n'est pas assez préparé, cette continuité didactique entre le CM1 et la classe de seconde. Et donc il y a tout un effort, et c'est ce qu'on fait depuis 2018, tout un effort de remise en route en termes de performance des collèges et du cycle 3. Le cycle 3 et les cycles 4 sont sous-performants, très clairement, dans beaucoup de territoires, et la reconquête de la performance passe par des méthodes pédagogiques, notamment explicites, beaucoup plus efficaces en CM1, CM2, 6e, 5e, 4e, 3e, bien entendu, ne pas repousser à la fin du cycle les choses compliquées, résolution de problèmes, rédaction, récit, etc., compréhension de textes complexes. Et évidemment, c'est toute cette stratégie qui doit être mise en œuvre à l'intérieur de l'école. Et c'est pourquoi, j'allais dire, la question du parcours de l'élève, aujourd'hui, dans ses acquis, est la question numéro 1
posées dans les portes d'entrée possibles de l'évaluation. Les acquis des élèves, c'est pas mesurer l'acquis en fin de troisième. 25% des élèves de France ont eu moins de 4,5 au DNB en mathématiques cette année, ou c'était il y a 2 ans. Enfin, en tout cas, ça n'a pas beaucoup bougé. On ne découvre pas qu'un élève a 4,5 la veille du DNB. D'accord? Donc, il y a quelque chose de prédictif. Et donc, d'une certaine manière, ce que l'évaluation, l'auto-évaluation des établissements va poser comme principe, comme regard, c'est de dire nos élèves rentrent en 6e en septembre 2026, où est-ce qu'on veut qu'ils soient en fin de troisième. On a une feuille de route qui s'appelle un programme qui a été refait, le cycle 4, qui est ambitieux, plus ambitieux. On a remis les vecteurs, par exemple, en troisième. Pareil sur les fondamentaux. Et ça veut dire qu'il y a un timing à garder. Et donc ça veut dire que la performance collective, le parcours scolaire des élèves, que ce soit en orientation ou doit devenir une stratégie de l'établissement. Et c'est ce que l'évaluation, l'auto-évaluation et l'évaluation externe va interroger. C'est-à-dire pas uniquement ce qui se passe dans la classe, mais aussi la stratégie, les axes stratégiques de l'établissement pour la réussite scolaire. Et donc on a aujourd'hui tous les outils, très clairement. Et donc il faut allier l'efficacité dans la classe avec le pilotage de l'établissement. C'est ce que dit l'évaluation aujourd'hui de l'ensemble des systèmes éducatifs. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas reconquérir, que ce soit dans nos territoires REP+, ou en particulier dans les territoires d'outre-mer, de la performance, s'il n'y a pas cette alliance entre ce qui se passe dans la classe et on réclame de l'efficacité à chaque heure de classe. Fini le temps, je donne un exemple, on est passé, on a dû, et je le regrette d'une certaine manière, dire on veut 10 problèmes de maths par semaine en CM1. C'était pas fait. C'était pas fait. Et quand vous faites 10 problèmes de maths en CM1 par semaine, eh bien, vous augmentez votre performance. Donc c'est à la fois une exigence de chaque heure, d'une part, avec des méthodes efficaces, mais aussi un collectif plus cohérent. Et c'est pourquoi on réinterroge dans le domaine 3 l'organisation et les choix pédagogiques de l'établissement. Par exemple, le choix pédagogique et l'utilisation des ressources, du matériel, des manuels. De notre point de vue, aujourd'hui, le manuel, et j'espère que les nouveaux manuels de cycle 3 et 4 iront dans ce sens, ce sont des choix d'établissement pour avoir une cohérence pédagogique et une meilleure performance. On a trop connu des établissements où vous avez 5 méthodes, 5 niveaux, 5 méthodes, 5 types de livres. Et bien après, vous voyez, on perd en performance collective. Tandis que si l'établissement se met d'accord pour dire, bon, quelle méthode on va utiliser collectivement? Est-ce qu'on va travailler ensemble? Quelle stratégie, disons, quelles ressources nous allons utiliser? Alors vous avez des gains de productivité, des gains de performance, et ça se voit à la fin. Et donc, d'autant plus dans ces établissements, d'outre-mer ou de REP+, ou les territoires en difficulté en France, on a besoin de cohérence sur les parcours, on a besoin de cohérence à l'intérieur de la classe, on a besoin de cohérence sur le pilotage des établissements scolaires. Voilà ce que la recherche dit, et d'une certaine manière, piloter l'établissement scolaire, et c'est-à-dire donner corps à travers le projet d'établissement qui pourrait être demain, j'allais dire, un projet de performance collectif, eh bien, ça permettrait de fixer d'une certaine manière une ambition commune de l'établissement scolaire et qu'on pourrait évaluer en auto-évaluation, évaluation externe de manière cohérente. Plan de réussite collectif. Merci, Monsieur le Président. J'ai juste une question assez rapide sur les cités scolaires. À La Réunion, par exemple, il existe des cités scolaires qui sont des outils qui sont salués par les partenaires. Est-ce que vous considérez, en tant que président du conseil d'évaluation de l'école, que ce sont des outils qui permettraient
ou qui permettent, je ne sais pas, selon vous, de déjouer les inégalités systémiques qui sont relevées par l'école? Sont-elles relevées par l'école? Qui les relève? Et quand je parle d'inégalités systémiques, je pense notamment à la pauvreté et à l'illettrisme des parents. Et puis j'avais une autre question qui concerne davantage le ressenti au travail des personnels éducatifs. Vous avez pointé un léger retard du premier degré à la Réunion en matière d'évaluation. Je voulais savoir si, selon vous, le climat scolaire vous paraît davantage dégradé en Outre-mer que dans l'Hexagone, et si, si vous en connaissiez les raisons, et si c'est le cas, si vous pouviez nous donner quelques pistes pour y remédier. Merci. Alors, si mon collègue qui est expert à côté de moi souhaite intervenir sur... À vrai dire, la question des cités scolaires, il y a deux... Enfin, la question est assez compliquée. C'est-à-dire, il y a la question de la géographie, et notamment en Outre-mer, j'allais dire, je pense à des territoires comme la Guyane, ça ressort très clairement. Il y a la question de l'accessibilité des établissements qui est très complexe, évidemment. Et donc, derrière ce qui revient, par exemple, dans les établissements scolaires de Guyane, c'est que, effectivement, notamment dans le second degré, c'est que les élèves, certains marchent le long des routes, comme on le sait, pour aller à leur établissement, parfois assez longuement, parfois sans petit déjeuner, et donc des dispositifs d'accueil en petit déjeuner sont essentiels pour la réussite scolaire. Dans les rapports, je notais notamment que dans certains territoires de Guyane, le petit déjeuner est le seul élément servi. Au nord de la Guyane, notamment vers Saint-Laurent-du-Maroni, les cantines scolaires ne sont pas garanties, vous le savez. Et donc on a une vraie difficulté ici à compenser la pauvreté pour faire en sorte que nos élèves n'aient pas trop faim quand même pour étudier, parce qu'il me paraît à peu près évident que si vous avez faim, vous n'avez pas mangé, vous n'allez pas pouvoir travailler sérieusement. Donc la première compensation sur laquelle il faudrait être très vigilant, c'est être sûr que nos élèves, et ça a été la politique d'accueil avec les petits déjeuners, mais le problème est vraiment important pour les jeunes. On a beaucoup regardé les petits, mais il faut aussi regarder les élèves du lycée qui parfois passent toute une journée sans manger. Donc là, on a un vrai défi. Ensuite, il y a la question de la géographie, d'accord ? Et ensuite, la question de l'organisation. Et derrière les cités scolaires, il y a la question est-ce qu'une cité scolaire réussit mieux ou pas entre une école, un collège, un lycée? Je ne sais pas si on a fait des études précises là-dessus. Je n'ai pas l'impression qu'on ait des éléments particuliers. Bertrand ? On a quelques éléments, en particulier lorsqu'on compare avec le fonctionnement des établissements privés sous contrat, qui sont souvent sous forme d'ensemble scolaire, qui vont de l'école préélémentaire jusqu'au collège, jusqu'au lycée. L'argument positif qui existe sur les cités ou toutes les formes multidegrés, en quelque sorte, c'est de dire on a une forme de continuité du parcours, c'est-à-dire que les mêmes personnels, globalement, peuvent suivre les jeunes du début, peut-être pas jusqu'à la fin, mais en tout cas, et donc il y a une forme de cohérence de l'action éducative au sein d'un même établissement. Ça fonctionne tant qu'effectivement, on a une cité scolaire qui est intégrée et pas une juxtaposition d'unités à l'intérieur de cette cité. C'est-à-dire qu'on peut très bien... On le voit sur les évaluations dans le premier degré. On peut très bien avoir une école préélémentaire et une école élémentaire côte à côte, simplement séparées par un mur. Et pour autant, les personnels enseignants ne discutent pas forcément entre eux. Donc la proximité géographique bâtimentaire ne suffit pas en vérité à avoir une action éducative cohérente. En revanche, on peut aussi imaginer que dans un système multisite, il y a une vraie liaison entre l'école et le collège,
avec un partage. La liaison n'étant pas simplement une visite des élèves de CM2 en 6e une fois de temps en temps et une présentation du collège au CM2 une autre fois, mais quelque chose qui implique un travail réellement mené, par exemple, une intervention des enseignants de CM1, CM2 sur la constitution des classes de 6e, ce qui permet aussi d'avoir un travail où il y a une vraie transmission, un peu comme, j'allais dire, dans un hôpital, toutes choses égales par ailleurs, où lorsqu'on a un changement d'équipe, on transmet toutes les informations de telle sorte que le suivi des patients soit le meilleur possible. Donc là, pour le coup, la cité scolaire a un inconvénient éventuellement des cités. Parfois, ça dépend un peu de la taille. C'est que si c'est un peu trop petit, les élèves finissent par en avoir assez d'être toujours ensemble. Et donc, ils ont envie aussi de pouvoir être mixés. Alors, évidemment, selon les contraintes géographiques, c'est pas toujours possible. Mais effectivement, mais c'est pas la cité en soi qui détermine la réussite. C'est le fait de travailler ensemble et d'avoir une vision commune et cohérente de l'action éducative. D'où, c'est ce que j'allais conclure aussi, et pour revenir là-dessus, d'où l'importance de la gouvernance. Donc ce n'est pas une question de structure, c'est une question de gouvernance. C'est une question de leadership du chef d'établissement. Il existe des cités scolaires dans Paris, qui ne sont que des juxtapositions entre un collège, un lycée et voire du sup. Je ne vais pas citer quelques exemples qui ne sont pas très loin d'ici, mais effectivement, il n'y a pas vraiment de cohérence. Et donc, en fait, c'est 3 établissements et parfois des enseignants qui ne se sont jamais vus, jamais croisés ou jamais parlé. Et donc, c'est une question de gouvernance. D'où l'importance de la gouvernance des établissements scolaires, notamment lorsqu'ils sont importants, pour mettre en œuvre des stratégies de parcours d'élèves. Ça ne sert à rien d'avoir une cité si vous n'avez pas une stratégie collège-lycée, notamment sur les acquis, sur les liaisons, sur la didactique, sur les méthodes pédagogiques, sur l'évaluation. Et donc, c'est plus une question de management, d'organisation, qu'une question de structure. D'où l'effort qui est fait depuis 2018, avec ce grand plan de formation managériale à destination des chefs d'établissement, mis en place par l'excellent Institut des hautes études de l'éducation et de la formation que j'ai dirigé pendant 6 ans, pour augmenter les compétences managériales des cadres. C'est-à-dire que si on veut que les structures soient à plein régime, il faut aussi que les personnes qui sont à la tête de ces structures soient en capacité de manager, d'exercer un leadership scolaire qui aujourd'hui, 20% des résultats scolaires des élèves sont imputables à l'organisation scolaire et au leadership du chef d'établissement. 20%. D'accord? Donc, 50% pour les enseignants, 20% pour l'organisation scolaire. Donc, vous avez un réservoir de performance et mon conseil aujourd'hui, c'est d'utiliser tous les réservoirs de performance qu'il y a tout de suite disponibles auprès des établissements scolaires. Donc, quand il y a des cités éducatives, si on veut que la cité éducative soit surperformante, ça veut dire qu'il faut que l'équipe de gouvernance ne soit pas une juxtaposition, mais vraiment une équipe qui a un projet, qui le met en œuvre et que cette gouvernance soit renforcée. Très clairement, nos établissements scolaires, et une des priorités que je mettrai sur le renforcement du pilotage des établissements scolaires, c'est d'augmenter le nombre de personnes qui sont en responsabilité des établissements scolaires, pour permettre justement d'aborder les questions de parcours, les questions de performance, les acquis des élèves, et pas uniquement la question du climat scolaire, de la sécurité, la lutte contre le harcèlement, etc., qui sont évidemment des choses essentielles. Mais si on veut qu'à la fin, on change quelque chose sur l'orientation, si on veut plus d'élèves qui vont aller vers les technologies, la science, réindustrialiser notre pays, il y a des écoles d'ingénieurs à La Réunion. Excellentes d'ailleurs. Il y a une fac de médecine aujourd'hui à La Réunion. D'accord ? Les choses progressent. Bon, La Réunion, enfin, je veux dire, la performance de La Réunion, La Réunion s'est détachée, c'est le départ. Qu'on le veuille ou non, enfin en tous les cas sur les...
Absolument. Où ça? En Martinique et la Guadeloupe. Historiquement, la Guadeloupe, entre Martinique, pour ceux qui ne le savent pas, entre Martinique et Guadeloupe, j'allais dire, le pôle science, c'était plutôt la Guadeloupe. Voilà, maintenant, il y a des relations très très fortes. Nouvelle-Calédonie aussi, les infrastructures post-bac en Nouvelle-Calédonie sont très bonnes. J'ai eu le plaisir avec Cédric Villani d'aller même, j'allais dire, visiter l'université. On a ouvert une université de plein exercice aussi à Mayotte. Il y a une vraie offre post-bac aujourd'hui dans l'ensemble de nos départements d'outre-mer. Donc si on veut qu'à la fin, on ait des ingénieurs, d'accord, venus de la Réunion, de la Guadeloupe, Martinique, Guyane, eh bien, il faut très clairement que la question des parcours scolaires, la question de la performance redevienne quelque chose qui est piloté aussi de manière stratégique dans les établissements scolaires. C'est pourquoi, encore une fois, le premier domaine, mais aussi le troisième domaine, c'est-à-dire la moitié des questions qui sont posées dans l'évaluation des établissements scolaires, par exemple, la politique d'évaluation des acquis des élèves. Si vous avez une cité scolaire, il faut pouvoir nous dire, lorsque vous êtes évalué, c'est quoi votre politique? Si la politique, c'est de dire « Ah ben les profs, ils évaluent », ce n'est pas une politique, ce n'est pas une stratégie. Vous voyez? Si la question, c'est le choix et l'organisation pédagogique de l'établissement, c'est « Ah ben oui, mais ce professeur, il lui manquait quelques heures pour terminer son service, on lui a donné ». Ce n'est pas une bonne réponse. Alors je comprends d'un point de vue social, de climat scolaire avec les enseignants, de dialogue social, c'est toujours compliqué, mais essayons de faire en sorte que les budgets qui sont délégués aux établissements scolaires servent d'abord aux élèves, d'accord? Et que l'organisation soit tournée vers la performance des parcours des élèves. C'est d'autant plus urgent qu'aujourd'hui, notamment sur la question de la formation, je rappelle à la commission, en REP+, nous avons, il y a de la pondération premier, second degré, d'accord, vous le savez. Donc il y a des jours de formation, des jours disponibles à la main des établissements scolaires pour justement mettre en œuvre ces stratégies collaboratives. Malheureusement, les 18 demi-journées du second degré, on les cherche. Se sont évaporées. D'accord? C'est quasiment devenu un acquis social. Ça ne va pas. Je le dis très clairement. Ça ne va pas. On a mis en place tous les outils. Aujourd'hui, ce qu'on avait bien vu depuis 2018, c'est, j'allais dire, d'augmenter les compétences managériales de nos cadres qui dirigent les établissements scolaires. Et pas faire en sorte qu'on ait des prescripteurs, mais des gens qui accompagnent, qui créent de l'envie, qui créent, j'allais dire, qui exercent un leadership et qui tournent l'ensemble des équipes vers la performance collective, avec tous les outils, les manuels, l'évaluation, le fait que les programmes soient en cycle 3, cycle 4, ils ont été rénovés, d'accord? C'est une question collective aujourd'hui. Donc, fixons des objectifs, et pour atteindre ces objectifs, mettons en œuvre dans chaque établissement, et c'est de la responsabilité propre de l'établissement. Ce n'est pas moi, président du conseil, ou le ministre qui va dire « Ah ben Brige, voilà ce qu'il faut faire ». Ou voilà, ou sur l'île de Lifou, le lycée de l'île de Lifou, ce qu'il faut faire. Ce sont aux équipes de responsabiliser. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas avoir peur de l'évaluation, ni de l'évaluation chiffrée. Certes, les résultats sont, dans certaines compétences ne sont pas au rendez-vous, j'allais dire, mais si on regarde, parce que je ne voudrais pas quand même désespérer nos collègues, mais si on prend par exemple, prenons le cas du département de l'Ain, parce qu'on a par exemple résoudre des problèmes, voilà, on est à 50% pour les filles, 60% pour les garçons, un écart assez important, posé, calculé, 40%. Tout à l'heure, j'étais à La Réunion, on était à 30%. Mais dans le département de l'Ain, c'est 10 points. Donc, ce qu'il faut regarder, c'est les dynamiques. Donc, fixons-nous que les équipes se fixent des objectifs ambitieux, en disant, bon, aujourd'hui, on est à 35% de maîtrise de compétences. Fixons-nous que dans 3 ans, à la fin voilà, on a mis en place un plan collectif de performance.
eh bien que ce plan de réussite collective, il soit atteint en se fixant des objectifs. Donc, comme nous sommes en commission d'enquête, Monsieur Richy, vous avez pris la parole. Donc, on va faire un bond en arrière. Je vais demander de prêter serment aussi, d'avoir dit toute la vérité, rien que la vérité, et de dire, si vous reprenez la parole, que la vérité, rien que la vérité, et dire je le jure. Je vous remercie. Alors, je suis gaucher, mais je vais lever la droite tout de même, je le jure. Merci. Parole maintenant à alors Madame sur la- les inégalités scolaires, vous avez noté les inégalités scolaires. Alors ce qui ressort des rapports, et si on compare, j'allais dire les DOM par exemple, dans les DOM, il y a certains territoires où il y a énormément de REP+, avec des territoires qui ont aussi des REP+, on va retrouver des similarités très très fortes. Alors, évidemment, la question, on n'a pas encore parlé de la question de la langue, la question de la place des parents dans le système éducatif et dans la performance, on sait qu'elle est essentielle. Essentielle. C'est pourquoi le domaine 4, relation avec les familles, d'accord ? C'est essentiel. Beaucoup de travail fait dans le premier degré. On peut saluer quand même nos équipes, inspecteurs, direction d'école, professeurs, tout le travail qui est fait dans le premier degré pour faire en sorte que notre école soit accueillante. Alors, chaque fois, on dit il n'y a rien qui va en France. Et quand même, on a des personnels très engagés. Il faut les remercier. D'accord ? Donc, aujourd'hui, évidemment, on a des sujets de plurilinguisme, évidemment, très présents dans les territoires d'outre-mer pour les raisons que l'on connaît, bien évidemment, Mayotte, Guyane, Réunion, la place du créole, très présente, la langue très présente aujourd'hui dans le premier degré. Dans les rapports, la question est souvent traitée. J'en faisais une analyse. On va évidemment dans le premier degré, notamment sur les langues créoles, il y a un vrai travail qui est fait. Et si on compare premier et second degré, d'une certaine manière, notamment les choses sont assez structurées dans le premier degré, nettement moins dans le second degré, c'est-à-dire que plus le parcours de l'élève augmente, moins les langues régionales comptent, entre guillemets, d'une certaine manière, dans les préoccupations des élèves. Alors, on peut imaginer que quand vous passez votre CAP de boulangerie, ou quand vous passez vos épreuves de mathématiques en fin de première, là, cette année, vous êtes plus préoccupé de votre performance, de votre résultat au baccalauréat anticipé, mathématiques, français en fin de première, plutôt que de la poésie en langue créole, vous voyez, qui va moins compter pour le baccalauréat. Donc, d'une certaine manière, il y a une déperdition des langues régionales avec le parcours. Donc ça, c'est une question qui peut être posée et d'une certaine manière réinterrogée. Mais en tous les cas, retenons que cette question de la langue dans le premier degré est une question qui est pleinement investie et qu'on va retrouver dans les rapports, tous les rapports concernant l'école, concernant le premier degré, abordent la question de la langue régionale. Donc c'est dans les rapports d'évaluation, oui. Sauf dans les énoncés des évaluations. Oui. Les évaluations nationales sont faites et opérées en français et jamais énoncées en créole. Alors, j'allais dire qu'aujourd'hui, ces questions, Madame la rapporteure, de mon point de vue, sont faciles à résoudre. J'allais dire qu'aujourd'hui, avec les outils d'intelligence artificielle, et j'allais dire, c'est ce qu'on fait dans les compétitions internationales, les sujets des Olympiades internationales de mathématiques, par exemple, sont rédigés dans une langue et ensuite traduits dans toutes les langues imaginables sur Terre. Donc la question demain, par exemple, mais il faudra poser la question à l'ADEP, mais j'allais dire, est-ce que l'ADEP peut proposer des doubles énoncés en créole et, j'allais dire, en français? Techniquement, ça ne doit pas poser de problème, si vous voulez. Vous voyez,
j'allais dire que, voilà, donc ce sera sans doute une proposition que vous pourrez retenir, mais il faudra vraiment poser la question à l'ADEPE. Techniquement, ce n'est pas un problème. Concrètement, ce n'est pas le cas. Quand vous faites des calculs rapides en évaluation nationale, où vous mesurez la capacité de réagir et la vitesse de réaction d'un élève, sa vitesse de réponse va dépendre de sa vitesse de compréhension. Si vous lui parlez dans une langue qu'il ne maîtrise pas, vous n'aurez pas le même résultat que si vous lui parlez dans sa langue maternelle. Donc forcément, voilà. Donc aujourd'hui, les résultats qu'on a ne traduisent pas véritablement la vitesse de réflexion, de réaction d'un élève ultramarin en comparaison d'un enfant dans l'Hexagone. Oui, vous avez absolument raison, et c'est quelque chose qui a été déjà noté depuis de nombreuses années, y compris, je veux dire que c'est une étude que j'ai faite moi-même d'ailleurs. J'ai comparé la compréhension des énoncés en anglais et en français. Les énoncés en anglais, par exemple à Teams, sont beaucoup plus clairs que les énoncés en français. C'est-à-dire que... Moi aussi, je l'ai fait avec mes élèves. Et donc, d'une certaine manière, vous voyez, le passage dans une autre langue n'est pas neutre, hein, d'une certaine manière, pour la compréhension des énoncés et des consignes, d'une certaine manière. Et voilà, donc... Monsieur Pommier a une question. D'abord, je vous remercie parce qu'effectivement, vous êtes une instance de continuité de l'école au moment où il y a une instabilité ministérielle tout à fait inhabituelle. Je reviens sur ce que vous évoquez sur l'envoi des évaluations qui, selon vous, pourraient, je dirais, venir presque d'une relative étourderie. Je ne le pense pas. Je pense que l'éducation nationale est une maison extrêmement autocentrée et qui n'aime pas tellement diffuser ce qui se passe en son propre sein. J'en prends un autre exemple, l'autorité fonctionnelle pour les principaux adjoints qui avait été décidée par le Premier ministre Jean Castex. J'ai jamais vu aucun recteur ou aucun DAZEN également être en pointe pour un petit peu le développer. C'est ça, à chaque fois, c'est l'ADF et les départements qui ont demandé quel était le contenu réel. Sur la gouvernance que vous avez évoquée, vous avez tout à fait raison. Et à équivalence de moyens, ça fonctionne, ça ne fonctionne pas. Le problème, comme expliquait le DAZEN chez moi il y a quelque temps, c'est que lui, il a un stock de directeurs avec lequel il doit valser. Alors on a un bon, un mauvais et un moyen. Et on tourne. Alors quand on a le mauvais, on sait qu'on aura le moyen, ou le bon, mais quand on a le bon, on sait que derrière, on en aura un qui sera moins bon. Et les collectivités qui, elles, donnent les moyens derrière, n'ont aucune réalité, aucun moyen de pression. Ce sont les parents, s'ils vont devant le portail, en criant un peu fort, qui, eux, l'emportent. Et donc, c'est un peu malheureusement comme ça que cela fonctionne. Alors, moi, j'avais une question, c'est que pour moi, effectivement, le côté relatif à l'enfance scolaire est sûrement le sujet le plus préoccupant, le plus prioritaire de la mission que nous avons à voir maintenant. Donc, est-ce que vous auriez 2 ou 3, je dirais, réflexions ou orientations qui pourraient aller dans le sens d'une réduction des inégalités systémiques? Et puis, j'ai un sujet, puisque vous avez évoqué le 4e dimension, qui est la relation avec les familles, qui est sûrement hors sujet, mais c'est d'appeler votre attention par rapport à votre rôle de conseil auprès de Monsieur le ministre, sur le fait qu'actuellement, le débat sur les fermetures de classe a une ampleur qu'il n'a jamais connue. Dans mon département, on va multiplier par 3 les projets de fermeture de classe. Et je peux vous assurer, Monsieur le Président, que jusqu'à la présidentielle, ça va chauffer très fort dans tous les territoires. Je ne parle même pas des sénateurs qui sont renouvelables en septembre, évidemment, puisque moi, je n'en fais pas partie. Mais vraiment, c'est un sujet qui inquiète beaucoup les familles, qui inquiète beaucoup le milieu rural, parce que beaucoup de maires font beaucoup pour leurs écoles, mais ils n'ont aucune visibilité. Je pourrais vous citer des communes, des petits villages ruraux qui, 1 an ou 2 ans après avoir fait des investissements importants, voient une fermeture de classe. Et ça, pour eux, c'est terrible parce qu'ils n'ont aucune visibilité. Ils ont le sentiment de ne pas du tout maîtriser, alors qu'ils sont prêts à des évolutions, je dirais, scolaires, de regroupement, d'écoles du socle et autres. Mais là, on a le sentiment que c'est comme des couperets qui tombent, et qui tombent année après année sans aucune vision pluriannuelle, alors qu'un mandat dure 6 ans, et que quand on fait un investissement, c'est généralement pas que pour 1 an. Merci de votre réponse. Merci. Alors, évidemment, ce que vous dites sur les impacts de la dénatalité sont bien j'allais dire, dans le temps long, et Édouard Geffray s'est exprimé sur cette question. Je crois que c'était d'ailleurs un des premiers ministres à placer la question du temps long de manière systémique. 2 millions d'élèves vont quitter, enfin on va perdre 2 millions d'élèves d'ici 10 ans, donc les impacts sont terribles.
évidemment. Et c'est pour ça que la question du partage, j'allais dire, des auto-évaluations, des évaluations, des écoles, je suis très favorable à continuer l'évaluation des écoles, justement, pour permettre à l'ensemble des parties prenantes, collectivités territoriales, direction académique, direction départementale des services d'éducation nationale, les DSDN, de travailler ensemble sous l'égide du préfet, évidemment, sur ces questions de performance. C'est-à-dire ne pas regarder uniquement la gestion comptable, mais vraiment de s'interroger littéralement sur l'intérêt stratégique du parcours de l'élève. Et c'est pour ça que d'avoir, d'une certaine manière, l'ensemble des auto-évaluations et des évaluations et de regarder ça comme une donnée très importante dans la réflexion stratégique serait utile. Donc ça, c'est le premier point. Parce qu'au lieu de subir les fermetures de classes, on peut réimaginer effectivement le territoire. Les questions sont complexes. Je sais que le SGPI, dans son programme Innover dans la forme scolaire, avait posé quelques jalons de ce côté-là. Mon conseil aujourd'hui, c'est d'expérimenter. On a encore le temps d'expérimenter avant de tomber sur le mur de la dénatalité. Qu'est-ce qu'il faut faire de nos petits collèges? Là, vous parlez des écoles, monsieur le sénateur, des écoles de votre département qui ferment, des classes qui ferment, pas encore les écoles. Mais demain, la question va se poser sur les collèges. Et il y a une vraie réflexion à porter, et pour cette réflexion qui embarque à la fois les collectivités territoriales, la performance scolaire. Est-ce qu'une petite école est moins performante qu'une grande école? Non. Est-ce qu'un petit collège est moins performant qu'un grand collège? Un peu plus. D'accord? Est-ce que les classes double niveau, par elles-mêmes, augmentent la performance scolaire? Ça dépend. Si on fait les décimaux au mois de mai, non. Si on fait les décimaux en CM1 au mois de novembre, et qu'en CM2, on le fait aussi au mois de novembre, la réponse est oui. Donc vous voyez, c'est pas que la structure, c'est le dialogue entre ce qui se passe dans la classe, les stratégies de cohérence sur le parcours et la structure. Cette question n'est rarement discutée parce que les collectivités parlent de structure, les professeurs parlent de la classe et les chefs d'établissement essayent de faire la liaison entre les deux. Donc là, on a une vraie question qu'il faut prendre sous la question de la performance scolaire. Et donc, il faut réinterroger la forme scolaire, mais aussi ce qui se passe dans la classe et dans le parcours. Donc, c'est quelque chose qu'on n'a jamais fait, en vérité. Et c'est ce que l'évaluation des écoles pose aujourd'hui, réellement. Vous voyez, dans le plan maths, quand on a mis en place les constellations premier, second degré, c'était pour la première fois, depuis 200 ans, réellement, qu'on avait des formations mixtes premier, second degré. Les laboratoires de mathématiques ont créé ce lien. C'est la première fois en 200 ans. Et donc, effectivement, on ne résoudra pas ces questions-là si on les prend sous la forme, j'allais dire, soit de gestion, soit de territoire, soit de, j'allais dire, de questions RH, y compris de la question RH. Donc là, il y a un vrai changement de paradigme intellectuel à opérer. Et pour opérer ce changement de paradigme, qui n'est pas facile, moi, ce que je conseille aujourd'hui, c'est de tester sur 50, 60, une petite centaine de territoires, voir si on arrive à aligner les stratégies des collectivités territoriales, des académies, des départements, des mairies, eu égard aux exigences de parcours, en faisant fi peut-être, ou en tous les cas en relativisant la question des statuts, qui bloquent souvent le dialogue social. Et il y a un article, l'article 314.2 du Code de l'éducation, qui ouvre la voie à justement des expérimentations sur 5 ans. Donc moi, mon conseil, si on veut vraiment répondre efficacement à la question que vous posez, monsieur le sénateur, c'est de mettre en œuvre de manière un peu suivie par la recherche et des observations et des évaluations. Le conseil d'ailleurs pourrait
évaluer cette performance, ou en tous les cas donner quelques indications sur les méthodologies à la mise en œuvre de l'article 314.2 du Code de l'éducation. Alors, sur les inégalités scolaires, on a justement, sous l'égide de Béatrice Gilles, première présidente du Conseil d'évaluation de l'école, parce que c'est une des missions. C'est une des missions, je rappelle. Il propose des méthodologies de mesure des inégalités territoriales scolaires et formule toutes recommandations utiles pour les réduire. Donc, effectivement, vous interrogez le Conseil sur une de ses missions clés. Donc, Béatrice Gilles avait mis en place un comité technique d'évaluation sur la question des inégalités scolaires, intra- et inter-établissement. Ce comité technique d'évaluation présidé par Pierre Mathiot rendra ses conclusions auprès du Conseil au mois de mai, d'accord, avec quelques recommandations. Ce qu'il est apparu actuellement, c'est que, il faudrait que je vais retrouver le texte de Pierre Mathiot. Ce qu'il est apparu actuellement, c'est j'allais dire que les outils d'évaluation des inégalités scolaires ne sont pas assez solides. D'accord ? Donc là, je vais directement dans le texte vers les premières conclusions. Par exemple, lorsque d'après le comité technique d'évaluation, la question, par exemple, des IPS, on en a parlé tout à l'heure des IPS, est une question qui n'est pas réellement prise en compte lorsque vous faites, par exemple, vous n'avez pas de stratégie de prise en compte de l'IPS individuelle dans le parcours scolaire. C'est-à-dire que, d'une certaine manière, lorsque un professeur évalue, il dit moi j'évalue mes élèves, ils ont le même devoir de maths. Vous voyez ? Donc évidemment, c'est louable. Mais on sait bien que d'un point de vue de la sociologie, à la fin de l'histoire, ce n'est pas la même chose. À la fin de l'histoire, ce n'est pas la même chose. Et donc, par exemple, le fait de prendre en compte, d'avoir une stratégie d'établissement sur le parcours de l'élève pour la prise en compte de ses difficultés. Par exemple, un élève dont on sait qu'il a faim. C'est peut-être pas assez connu. Peut-être le CPE le sait, mais peut-être pas le prof de maths. Vous voyez ? C'est ça une stratégie d'établissement. Un élève dont les parents sont allophones. C'est peut-être connu par le CPE, éventuellement le chef d'établissement, mais peut-être pas par le professeur de français. Vous voyez ? Donc d'avoir des stratégies ciblées établissement pour réduire l'impact des facteurs irritants et pour, j'allais dire, compenser d'une certaine manière, ça permet effectivement, c'est un premier axe. Donc réduire la méconnaissance des logiques à l'œuvre. Et donc, effectivement, croire qu'on est impartial parce qu'on donne le même devoir de maths à tous les élèves, de la 6e jusqu'à la 3e, à la fin, on n'a pas compensé des inégalités scolaires. Vous voyez ? Et voilà, c'est la différence entre égalité et équité. Et donc, d'une certaine manière, ça demande une mise en œuvre stratégique. Il faut discuter entre professeurs. Donc là, il y a vraiment une première chose à faire. Deuxième axe, c'était accompagner des pratiques éventuellement mises en œuvre par les établissements en faveur d'une politique de mixité porteuse de moins d'inégalités scolaires. Voilà. Et puis, on a vu par exemple des établissements, et notre secrétaire général ici présent pourrait citer plusieurs établissements dans lesquels, j'allais dire, l'IPS situé avec des écarts types assez importants, c'est-à-dire que vous aviez un IPS moyen, vous dites, quand vous interrogez, vous dites, oui, l'IPS moyen, il est de 100, on est dans la moyenne, mais en fait, ça cache des différences très très fortes. Vous avez des écarts types parfois de 40, 50, vous voyez ? Et donc, au sein même des établissements scolaires, vous pouvez avoir des profils très très variés. Et c'est la différence entre moyenne et écart type. Vous voyez ? Donc le fait de savoir qu'on a un IPS moyen, un établissement moyen, ou même un établissement qui a un IPS de 120, eh bien, ça peut aller de 140, 150 jusqu'à 80. Vous voyez ?
Donc, en quelque sorte, il y a quelque chose de prise en compte collective. Et puis, et donc, d'une certaine manière, ce qu'on a repéré, c'est c'est que ces questions de mixité sociale, ces stratégies établissements, mais qui n'ont pas fait le lien avec la classe. Donc c'est un peu le contraire j'allais dire, d'un programme de mathématiques ou de parcours qui part de la classe vers l'établissement. Là, c'est le contraire, d'une certaine manière. Et donc là encore, pour résoudre ces questions d'inégalité scolaire, il faut en faire des axes stratégiques qui sont portés de l'établissement vers la classe, vers la pédagogie, vers la question de la didactique. Et c'est là où on va retrouver la question des langues, par exemple. Si vous avez un élève, moi j'ai vu, je suis allé plusieurs fois en Guyane, des élèves qui comprenaient les mathématiques. On comprenait qu'ils comprenaient les mathématiques. Ils n'avaient pas un langage fluide en français, mais j'avais interrogé une équipe de mathématiques. Ils disaient, oui, cet élève est très bon en maths, il est en 5e, mais on va le faire redoubler parce qu'il n'a pas le niveau en français. Moi, ce que je leur ai dit, écoutez, mais pourquoi il n'irait pas en 4e en mathématiques et il resterait en 5e en français? Vous voyez, et c'est ça que je veux dire. C'est-à-dire que si on veut réduire les inégalités et si on veut augmenter la performance au profit de chaque individualité, eh bien, des fois, il faut tordre le cou un petit peu à la structure, j'allais dire à l'administration, au service, évidemment, de l'élève. Et c'est toujours cette difficulté qu'on va retrouver dans les établissements. C'est-à-dire que les gens sont de bonne volonté, mais parfois, ils n'osent pas franchir le Rubicon. Dans le monde anglo-saxon, ça pose aucun problème. Vous pouvez être à un niveau en mathématiques, en physique, et puis à un autre niveau en sport. Voilà. Et donc, d'une certaine manière, si on veut dissocier par exemple sciences et français, en quelque sorte, on pourrait très bien mettre en place des dispositifs de séparation. Voilà. Bon, alors je comprends que c'est compliqué pour les emplois du temps, etc. Mais si on pouvait penser à un établissement idéal qui était au service de la trajectoire des élèves, eh bien on mettrait des dispositifs de compensation, d'équité pour chacun des élèves. Une fois qu'on a repéré effectivement les irritants stratégiques et qui sont aujourd'hui prédictifs. C'est-à-dire que la sociologie nous dit d'une certaine manière ce qui va se passer. Et souvent, on est empêché juste parce qu'on a un système qui procède de la moyenne, alors que la question des inégalités scolaires ou des difficultés scolaires procède de la variance. Mais on n'est pas un système qui est piloté en variance. D'autres questions ? Juste revenir sur les élèves. Oui, bien sûr. Merci Madame la Présidente. Juste un dernier sujet et revenir encore une fois sur les élèves. Puisque vous avez la visibilité sur l'ensemble des établissements et que vous les évaluez, en tout cas vous recevez toutes les données qui vous remontent des différents degrés également. Les établissements en Outre-mer parviennent-ils selon vous à apporter une plus-value pédagogique, pour compenser les inégalités socio-économiques des élèves? Puisque au-delà de la performance collective ou de la performance scolaire, l'enjeu pour nous, c'est de bien identifier ces inégalités systémiques pour en sortir les individus et leur permettre d'accéder à des parcours de vie qui ne sont plus discriminants. Merci. Alors, sur ce point précis, on répondra par écrit ce qu'on peut lire dans les rapports sur cette question, puisque cette année, en fait, le bilan de campagne qui a été publié, le bilan de campagne portait justement, avait une thématique sur les inégalités scolaires pour donner corps à la 4e mission. Donc, vous avez effectivement, j'allais dire, tout un chapitre à la fin, à partir des pages 26, 27, 28,
l'équité intra-établissement, voilà, la distribution des écarts en fonction de l'origine sociale, etc. Donc vous avez quelques données. Et il y a un bilan de ce qu'on dit de l'équité dans les rapports. Ce qu'on peut lire, et ce qui est écrit dans le rapport, c'est que, effectivement, l'éloignement géographique, les contraintes liées au transport scolaire, à l'offre de formation, notamment en lycée professionnel ou en post-bac, les inégalités matérielles, notamment en ce qui concerne l'état, l'entretien et la vétusté des bâtiments scolaires. Voilà ce qui remonte dans les rapports, évidemment. Ensuite, il y a la question du prisme de l'IPS, et puis la question de la coéducation, qui est en fait un révélateur des inégalités sociales, en quelque sorte. Et d'une certaine manière, le bilan, puis il y avait aussi une question sur l'équité de genre. On a insisté beaucoup sur l'équité de genre au ministère de l'Éducation nationale depuis plusieurs années. Force est de constater que lorsqu'une politique publique appuie très fort sur l'égalité filles-garçons, ça fonctionne. Alors, pas encore sur les chiffres, mais ce que je peux vous dire, c'est que dans les rapports d'auto-évaluation et des rapports d'évaluation, la question filles-garçons apparaît de manière systémique et comme un axe très important. Donc, et ça, c'est quelque chose de récent. C'est vraiment une politique récente. Donc ça, on peut se satisfaire que lorsqu'il y a un alignement des planètes de ce côté-là, eh bien, ça donne quelque chose. Alors, on a quelques enseignements. Très clairement, on a des problèmes d'indicateurs sur ces questions d'équité et donc des problèmes de mesurer la plus-value des établissements. Je crois savoir, mais il faudra poser la question à l'ADEP, qu'il y a eu quelques problèmes de méthodologie sur Mayotte et la Guyane, sur les plus-values des établissements scolaires qui posent... voilà, il faudra interroger la directrice de l'ADEP sur ce point-là. Sur les hors Guyane et Mayotte, sur les 3 autres départements d'outre-mer, on regardera précisément. Comme je n'ai pas prêté serment, on pourra regarder. Voilà. Donc, mais en tous les cas, déjà dans le rapport de cette année, vous trouvez, disons, un bilan assez intéressant, notamment j'allais dire, notamment des courbes de distribution que vous allez retrouver comme ça dans le bilan. Là, vous allez voir, c'est assez clair. On attend le rapport final du comité technique d'évaluation que je dis présidé par Pierre Mathieu, qui présentera ses principales recommandations pour le mois de mai auprès du Conseil. Alors je sais que par rapport à votre commission, ça va venir peut-être un peu tôt. Peut-être que vous pourrez auditionner éventuellement Pierre Mathieu et Sabine Azema, qui coprésident le comité technique d'évaluation sur les conclusions qu'ils porteront auprès du Conseil très prochainement. En tous les cas, ce qui revient, c'est il y a du fatalisme qui s'est installé, d'une certaine manière, et qu'il s'agit de dépasser. En apprenant mieux, finalement, en décortiquant mieux les difficultés scolaires, c'est pas juste vous voyez, les difficultés sociales impactant sur les difficultés scolaires, ça, c'est très documenté. Mais ensuite, il faut stratifier. Est-ce que c'est parce qu'on habite loin? Est-ce que c'est parce qu'on est allophone? Est-ce que c'est parce qu'on n'arrive pas, on a les conditions matérielles à la maison pour faire les devoirs sont pas adaptées? On a tous les dispositifs. Mais par exemple, ce qui ressort dans les rapports, c'est que les dispositifs, prenons le cas des dispositifs devoirs faits, ou les heures supplémentaires en seconde, français maths pour les fondamentaux, sont encore laissés à la volonté des élèves. Et ce n'est pas un axe stratégique, systémique, qui prend en compte la difficulté sociale de l'élève, par exemple. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a tous les dispositifs pour être plus performants,
et notamment pour réduire les inégalités scolaires eu égard à l'équité. Mais encore faut-il que ça devienne une stratégie d'établissement scolaire. Et on a énormément de dispositifs pour réduire, donner des petits déjeuners, de l'aide aux devoirs, les groupes de besoins, les dispositifs idoines en fonction des circonstances. Il y a un établissement en Guyane qui propose même d'accueillir dans des conditions matérielles assez confortables les lycéens qui auraient marché pendant 1 heure, qui se sont levés des fois à 5 heures du matin pour aller à l'établissement scolaire. Voilà des dispositifs. On a énormément d'imagination. Ce qui manque, en fait, c'est quand même des stratégies de long terme pour prendre en compte la difficulté de chaque élève. Ce qu'on a réussi à faire peut-être dans le médico-social, mais qu'on n'arrive pas toujours à mettre en œuvre lorsqu'on va parler d'apprentissage scolaire. Vous voyez ? Par exemple, quelqu'un qui a... Voilà, si vous savez que vous ne pouvez pas faire vos devoirs, enfin c'est compliqué de faire des devoirs à la maison, c'est quand même utile de faire des devoirs quand on est au collège, eh bien, c'est-à-dire que le dispositif prioritaire de l'aide aux devoirs doit être ciblé sur ces personnes. Et que si jamais les familles sont réticentes, parce que ça aussi, ça arrive, hein, parce qu'il y a des fois, il y a d'autres stratégies derrière, il faut réussir à convaincre les familles. Vous voyez, donc il ne faut pas s'arrêter à la première déconvenue si on a une vraie stratégie de parcours de l'élève pour réduire les inégalités scolaires. Et c'est ce qu'on fait, par exemple, si la différence, ce qu'on a appelé la différenciation pédagogique, c'est ce qu'on a voulu faire dans les classes, au sein des classes. Si demain, il faut donner 3 types de devoirs, c'est ce qu'on a réussi à faire en classe de première et terminale, ce qu'on fait déjà en classe préparatoire aussi, lorsque les élèves en 2e année passent des concours très différenciés, et donc les professeurs donnent des devoirs très différenciés. Eh bien, là, par exemple, on est bloqué. Oui, mais alors, si on veut faire un devoir commun, comment c'est possible de faire un devoir commun que différencié ? Vous voyez, donc les gens se mettent parfois des barrières dans leur tête, alors que la question, c'est plutôt les compétences acquises ou les stratégies PISA sur les concepts clés en ce qui concerne les mathématiques. Voilà, donc en gros, moi ce que je veux vous dire ici, c'est qu'on va retrouver dans les rapports énormément une sorte de catalogue de dispositifs, d'accord ? Ce qui manque très clairement, c'est des stratégies. Donc on a tout sur étagère, il faut maintenant raconter une histoire. Merci. D'autres questions? Non? Bien, ben écoutez, on arrive au terme de notre audition, donc je vous remercie pour ces propos de qualité hein, qui nous ont éclairés, et je peux vous dire que vous pouvez agrémenter ces propos par écrit, effectivement, alors d'ici quand même le mois d'avril. Absolument, Avril, oui. Voilà. Oui, 17 avril, voilà. Si on a bien noté la date. On vous remercie pour votre participation. Merci Madame la Présidente, merci Madame la rapporteure, chers collègues sénateurs et sénatrices.